La tradition orale, dire que la tradition orale est en danger, c'est peu dire, parce que la tradition orale a acquis droit de cité sous l'action de personnes comme Amadou Hampâté-Bâ, qui se sont battues pour sa revalorisation et qui l'ont incarné. Et aujourd'hui, on assiste de plus en plus au retour de l'humanisme. Et cet humanisme qui est caractérisé par les relations interpersonnelles, qui est un mode de communication beaucoup plus chaleureux. Et on se rend compte que on a aussi des cours oratoires parce que la dimension de l'oralité. Donc on peut dire que l'oralité gagne du terrain. Mais il est un fait certain que on n'a pas fini de recueillir auprès des derniers dépositaires tout leur savoir. Donc, dans cette dimension-là, c'est sûr elle est en danger, mais à côté de cela, elle connaît aussi un essor. Mais pour parler des obstacles que la Fondation connaît, il importe ici de rappeler la raison d'être de la Fondation, qui est d'identifier, préserver l'héritage documentaire que lègue Hampâté-Bâ, qui se constitue d'un fonds documentaire fruit de plus de 75 années de recherche et qui embrasse tous les différents faisceaux de la connaissance humaine. Et dans la poursuite de cet objectif, les obstacles que rencontre la Fondation sont d'abord d'ordre technique, parce que ces documents fragiles sont sur des supports très fragiles et donc il faut des spécialistes pour pouvoir le numériser. On essaie de faire ce qu'on peut, nous, déjà à notre niveau, mais on a besoin d'avoir un renforcement de nos capacités. Donc, vous savez, le nerf de la guerre, c'est les finances aussi. Donc, on est confronté à un problème aussi de finances pour pouvoir arriver à poursuivre l'objectif qu'on a énuméré, à savoir préserver pour transmettre l'héritage que nous lègue Amadou Hampâté-Bâ. Le grand intérêt d'Hampâté pour la tradition est qu'il a pu bénéficier dès sa tendre enfance d'avoir pu côtoyer certains grands traditionnistes, des grands conteurs, qui ont pu l'initier. Parce que l'initiation était le phénomène de dissémination des connaissances en Afrique avant l'école occidentale, qui a été consacrée par la Révolution de 1789. Et donc, il a eu des grands maîtres. Et un de ces maîtres-là, c'est Koulel, qui était un grand conteur Peul. Il y a eu aussi Danfociné, qui l'a initié aux traditions Bambara. Donc, c'était un initié aux traditions Peul, un initié aux traditions Bambara. Et il a eu la chance d'aller à l'école occidentale. Et donc, il s'est saisi des connaissances qu'il avait, cette nouvelle capacité qu'il avait de pouvoir transcrire pour récolter pour nous toute cette somme de connaissances qu'il met aujourd'hui à notre disposition. Euh, je- Amadou Hampâté-Bâ, l'originalité de sa démarche, c'est que ce dont il nous parle, il l'a vécu. Donc, il est un des grands témoins de cette Afrique qui a traversé différentes phases. Il a vu le premier administrateur colonial de son pays s'installer et le dernier partir. Il a eu la chance de vivre les périodes des indépendances, la période après les indépendances, et donc ce qui a donné toute la dimension d'Amadou Hampâté-Bâ. Ce dont il parle, il a vécu. La somme de connaissances qui n'a pas encore été publiée, parce qu'en plus des œuvres publiées, nous détenons un fonds d'archives inexploité d'une valeur scientifique inestimable et qui touche à tous les faisceaux de la connaissance humaine. Et aussi des différentes conférences qu'il a eu à prononcer à travers le monde et qui sont vraiment d'une actualité. Donc pour dire que la partie inédite de l'œuvre d'Hampâté-Bâ est bien plus que celle publiée, qui n'est qu'une infime partie de ce qu'il laisse. En écrivant, Amadou Hampâté-Bâ s'est projeté dans la postérité et son but était d'instruire
les Africains et tout le monde de ce que l'Afrique avait comme valeur, comme principe. Et donc, il disait aussi qu'à chaque période, ces instruments, donc l'objectif final, c'est que le message recueilli, il a recueilli pour transmettre, transmettre pour instruire, et instruire avec des moyens appropriés, les moyens de notre temps. Donc l'objectif final serait qu'effectivement, toute cette somme de connaissances soit accessible à tous. Ce risque est réel et c'est pour ça que je profite de cette tribune pour lancer un cri d'alarme. Ce cri d'alarme est aussi celui qu'Ampateba avait lancé lui-même au sein de l'UNESCO en disant que si ce n'était pas recueilli à temps les données auprès des traditionalistes, ils allaient manquer un jour dans les pages de l'histoire humaine. Mais lui, il a consacré sa vie à recueillir pour nous un patrimoine. Mais nous, on vit aujourd'hui à l'heure de toutes les technologies modernes, mais aujourd'hui, ce patrimoine est menacé de disparition. Si rien n'est fait, encore aujourd'hui avec des moyens misérables, on peut sauver ce patrimoine. Si rien n'est fait avec des milliards dans quelques années, ce sera perdu et avec lui un pan de l'histoire d'Afrique et de l'humanité. Vous savez, en Afrique, il y avait certaines caractéristiques qui accompagnaient la parole, parce qu'il nous apprend que on mourrait pour une parole donnée. Et comme il a dit dans un documentaire, la parole est divinement exacte et il convient d'être exact avec elle. La langue qui fausse la parole vicie le son de celui qui parle. Et Ampateba avait fait la promesse à Ouangrin, qui était ami à son frère aîné, parce qu'il lui ramenait beaucoup de contes. Les contes qu'il entendait chez Koulel, il venait les raconter à Ouangrin. Et Ouangrin était fasciné par les talents oratoires d'Ampateba. Il lui a dit, j'aimerais bien qu'un jour tu puisses raconter ma vie, mais il faudra utiliser des pseudonymes pour que mes enfants, ma descendance n'ait aucun complexe d'infériorité ou de supériorité, mais j'estime qu'il y a des enseignements que j'aimerais transmettre. Donc c'est en se conformant à cette promesse faite à Ouangrin, du nom de Samba Traoré, qu'il a écrit ce livre-là. Mais maintenant, lorsque on écrit un livre, on ne peut plus imposer aux gens de pouvoir l'interpréter comme ils souhaiteraient, que les gens considèrent ça comme une biographie romancée, comme un roman, comme une fiction. Pour lui, il sait dans quel contexte il l'a dit, parce que, en fait, des gens de la dimension d'Ampateba, qui, bien qu'étant moderne, est aussi un traditionniste. Et chez les traditionnistes, on ne peut pas manquer à une parole donnée, on meurt pour une parole donnée et on ne se cache pas derrière un personnage. Parce que d'aucuns ont même dit que Ouangrin serait une autobiographie. Et moi, je me rappelle que je leur ai dit, le récit n'est déjà pas écrit à la première personne du singulier et il y a absence de données factuelles. Qu'est-ce qui, dans Ouangrin, correspond à la vie d'Ampaté? Et des gens de sa dimension ne saurait manquer à une promesse donnée. Ouangrin n'est ni plus ni rien, mais c'est sûr qu'il donne des éléments intéressants, ça nous instruit sur un passé colonial, l'intelligence d'un homme. Mais Ouangrin pillait les riches, enfin, pour redistribuer aux pauvres. Donc il y a cette dimension qui est là. Et dans la misère la plus totale, il a su garder sa sérénité, être philosophe. Mais c'est ces leçons-là Ampateba, sur lesquelles il insistait. Mais en réalité, il laissait la latitude aux gens de qualifier l'œuvre comme il le souhaitait. Oui, comme je viens de dire, parce que j'ai un document sonore dans lequel il dit que lorsqu'il écrit Ouangrin, des larmes lui montent aux yeux encore parce qu'il le revoit, lui racontant ses histoires accompagnées de Djelimadi, son griot. Et Ouangrin était si cher à Ampateba que jusque-là, il a refusé toutes les demandes d'adaptation cinématographique parce qu'il estimait que
ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas rentrés dans l'essence, ou peut-être que lui n'a pas su traduire effectivement qui était Wangrun. Donc jusque-là, il n'a pas voulu céder ses droits. Et moi, aujourd'hui, qui ai les pouvoirs, et je tiens aussi à respecter cette mémoire de Wangrun. Et j'ai, par exemple, un scénario que quelqu'un avait écrit. Il s'est insurgé contre ça, mais il a corrigé page par page, virgule par virgule. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à adapter cinématographiquement Wangrun, je tiendrai ce document-là à leur disposition parce que j'aimerais que, pour respecter la volonté testamentaire du papa et sa volonté tout simplement, que ça puisse respecter ce que Wangrun a été effectivement. Je pense que le meilleur moyen de transmission qu'il nous a donné, c'est de s'offrir lui-même en modèle. Parce qu'il nous dit que dans l'Afrique traditionnelle, l'éducation qu'il essaie de nous donner, qu'il y avait le sens de la solidarité. Et que cette solidarité se manifestait aussi bien dans les moments de joie que de tristesse. On a vu un homme qui incarnait cela lorsque la situation se présentait à lui. Il nous a montré aussi qu'il y avait certaines valeurs cardinales qui étaient sacrées, la notion de sacralité. Donc on a vu cet homme-là qui respectait cela effectivement. Donc on a vu un monsieur qui avait aussi le sens de la communauté. Ces enfants que nous étions avaient les mêmes droits que tous ceux qui étaient dans la maison. Et tous ceux qui devaient venir, les enfants de ses amis et autres, qui venaient à Abidjan, par exemple, qui ne savaient pas où aller, descendaient à la maison. Le soir venu, on ne dormait jamais à la même place. Parce que c'était qui vient en premier, qui se couche, et on mangeait tous dans un grand bol en communauté. Donc j'ai trouvé ça fantastique. Et voilà un monsieur que je n'ai jamais vu mentir. Je n'ai jamais vu mentir. Il était en règle avec tout. Et lorsque la fin du mois, le 31 du mois venait, l'enveloppe de tout le personnel était redistribuée à temps, comme il se devait. Et surtout, l'humilité qu'il prônait. Parce que c'est un monsieur tellement simple. Il était toujours en cotonnade. Il recevait aussi bien les présidents de République qu'un simple garagiste ou un mendiant venir, mais avec toujours les mêmes égards, le même respect, la même considération. Donc contre la violence, il a prôné la paix, il a prôné l'amour. Donc pour vous raconter une anecdote, une fois, il y a un monsieur qui est venu trouver papa en lui disant ce monsieur-là a dit ça de vous, etc. etc. Et en Patéba qui lui dit allez me le chercher. Il dit mais vous n'allez pas m'unir quand même. Il dit non, allez le chercher. Et la personne est venue. Une fois que la personne est venue, il était assis, lui il est toujours dans ses livres en train de lire. Il avait oublié que la personne était là. Après, cette personne qui était médisante envers lui, lui a dit mais vous m'avez fait venir, mais depuis vous ne me dites rien. Il dit ah mais j'ai oublié. Et il met sa main dans sa poche, il lui sort de l'argent, il dit tiens, je te donne ça. Et il a pris cet argent-là, il a dit empâté. Il dit je prie Dieu pour que Dieu vous donne tout ce que vous souhaitez dans votre vie parce qu'aujourd'hui, je n'avais même pas de quoi donner à manger à ma famille. Et il est reparti. Et l'autre monsieur était là, il le regarde perplexe. Il dit tu sais, lorsqu'un ennemi ou quelqu'un de malveillant fait des bénédictions pour toi, il dit celui-là, Dieu l'agrée encore plus rapidement. Donc voilà, et c'était un homme aussi gai, qui ne se prenait pas au sérieux, parce qu'il disait toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Il disait que le rire est le baromètre de la bonne santé du cœur. Donc ces valeurs-là, il nous les a transmises d'une certaine manière, mais surtout, la valeur essentielle qui comptait le plus pour lui, c'était de lutter contre l'envie. C'était de lutter contre l'envie. Une fois, on avait un bal de fin d'année. Donc, on avait un uniforme que tout le monde avait, tous les élèves de notre promotion. On est venu demander à papa. Il a accepté le principe de nous payer cet uniforme-là. Après, il y a une de mes sœurs qui a dit « Et puis en plus, toutes nos amies ont. » Il dit « Ah bon ?» Il dit « C'est parce que vos amis ont que vous voulez avoir aussi. »
ben vous n'aurez pas. Il dit quand vous allez vouloir avoir des choses parce que vous-même vous le souhaitez, en ce moment-là, on en reparlera. Ce bal, vous n'allez pas aller. Et on n'est pas allé au bal, mais ça nous a servi de leçon. Il dit il ne faut jamais envier son prochain, ne pas se dire parce que tel a ça, que je dois l'avoir et tout ça. Il dit il faut qu'on se suffise de ce qu'on a et qu'on puisse garder notre âme sans pouvoir se ternir. Il nous disait, mes enfants, vous êtes comme drapés d'un drap blanc. Il dit donc, ce que d'autres personnes pourront faire et qu'on ne percevra pas, si vous le faites, vous allez pouvoir salir la réputation que j'ai essayé d'établir. Ampateba a même fait un poème, il a dit qu'il aime sa mère et il prie Dieu pour qu'il ne voie jamais en elle ses défauts, mais qu'il lui fasse voir que ses qualités. Donc c'était une femme de caractère, une femme de poigne, et cette mère-là, il la vénérait, et même quand il était à un âge avancé, il respectait toutes les volontés de sa mère. Et sa mère, lorsqu'elle est tombée malade, a dit à ses épouses, « Moi, mon fils est un fils béni et je ne mourrai pas à son absence. » Et donc, le soir où papa était revenu de voyage, et elle avait prédit qu'il allait donner de la bouillie avant qu'elle ne meure, et il lui a donné son dernier, on appelle ça chez nous, galama, cuillerée de bouillie, il a bu. Elle a bu et elle a dit, mais je peux maintenant m'endormir. Donc elle est morte dans les bras de son fils. Le sort que subissent les griots aujourd'hui est le sort que subit l'Afrique avec toutes les mutations qu'elle a connues et l'introduction d'un matérialisme où le spirituel est dissolu. Ou est-ce qu'on n'a pas su garder ce qu'il y a d'essentiel? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui compte, comment capitaliser, comment avoir le maximum. Donc, qui ont détourné certaines catégories de griots parce qu'on ne pourrait pas généraliser de leur rôle social sacré d'antan. Parce que dans l'histoire générale de l'Afrique, il y a un chapitre qu'Ampateba a écrit, La tradition vivante, dans lequel il classifie les différents types de griots. Pour lui, il y a 3 types de griots. Les griots généalogistes, qui étaient des grands historiens, des griots qui étaient des ambassadeurs, qui étaient chargés de régler les différends lorsqu'il y avait des problèmes entre 2 familles et de sceller aussi les unions. Et il y avait, pour finir, les griots qui étaient des animateurs publics, qui étaient des chanteurs. Et aujourd'hui, c'est cette qualité de griot qu'on voit beaucoup et qui, sans connaître les personnes ou au plus offrant, chantent des louanges, ceux qui détournent un peu du rôle initial qu'avaient été les griots, parce que les griots étaient rattachés à des familles et chantaient les cantiques, ils savaient de quoi ils parlaient. Mais bon, comme on a dit, il faut éviter de tomber dans des généralisations abusives. Il y a du bon, il y a du mauvais. Oui, parce que l'inventaire thématique qu'Alpha Ibrahima Sow avait établi, qui a fait l'objet d'une publication en 1968, retrace l'essentiel des manuscrits avec les différents thèmes, les 8 catégories, mais le fonds documentaire s'est enrichi depuis à travers les différentes conférences qu'Ampateba a eu à effectuer à travers le monde, parce que de 1966 à sa mort, il a continué de chercher. Comme il disait, il demeure un élève perpétuel à l'écoute de tous ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. Donc le fonds documentaire s'est enrichi de plus de 500 conférences qu'il a eu à prononcer et bien d'autres documents encore. Malheureusement, l'homme et l'environnement est le fruit de son environnement social. On n'a pas eu la chance de baigner dans l'univers qu'a été Ampateba. Donc,
On le retrouve un peu dans les écrits comme tout le monde, mais on a baigné dans les valeurs qu'il a inculquées, comme je disais, parce qu'il n'a pas coupé avec sa culture malienne. Et donc on vivait à la malienne, mais on n'avait pas eu le temps de faire toutes les pérégrinations que lui il a fait, d'aller sur le terrain, de parcourir tous les pays. On n'a pas pu faire ces aspects-là. Mais on limite maintenant aujourd'hui en nous rendant dans des conférences aussi amicales que celle pour laquelle Pajarol Azul nous a invités et l'Université d'Oviedo. La tradition peut contribuer au progrès de l'Afrique de manière irréfutable. Elle est même sa base inconditionnelle. Parce que il serait ridicule que les Africains soient une parodie des autres. Ils ont une culture, ils ont une histoire, ils ont des valeurs et il importe que leur développement, que ces valeurs-là soient le point de départ et d'appui de ce développement-là. Parce qu'Ampateba trouvait que c'était un peu ridicule parce qu'il trouvait qu'il n'y avait aucun État qui a vraiment calqué son développement sur le modèle de sa culture, de son organisation sociale, alors qu'il y a ces modèles-là qui existent. Il dit dans les assemblées nationales, on voit des gens habillés avec les mêmes mimiques, même la petite clochette, et les chefs d'État avec les fanions, on se prend dans les vestes, Il dit alors qu'on a aussi nos matériaux, c'est à nous la volonté politique de se réafricaniser, mais sans xénophobie, comme il disait, de s'ouvrir aux apports fécondants, mais d'être aussi nous-mêmes. Il y avait les statuts de la femme dans l'Afrique avant les mutations, donc on ne réinterroge pas assez ses connaissances, ses savoirs pour les mettre au goût du jour. Il estimait qu'il y a certaines valeurs qui sont dépassées, mais il y a des bases essentielles qui doivent demeurer dans l'humanisme africain. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, pouvons-nous parler de cet humanisme africain tant envié? Lorsque on va jusqu'à poser des actes socialement, moralement répréhensibles, deux entités qui se tuent, des fils qui mettent le pays dans le feu et dans l'abîme. Mais pour quelle raison, pour quel motif? Où est passé cet humanisme-là? Il doit être ressorti jusqu'au 11e degré de notre zone aurifère pour la remettre au goût du jour, parce que la réponse militaire n'est pas la solution. Et la solution de tous les maux qui assaillent l'Afrique, qui assaillent le continent, qui assaillent les relations humaines, sont dans ces sagesses-là. Le problème demeure le même. En les accompagnant, parce qu'on reproche souvent aux jeunes de de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais qu'est-ce qu'on leur donne? Quel modèle leur offrons-nous? Ils sont désemparés, ils sont en quête d'eux-mêmes. Donc nous devons aider les jeunes âmes à se ressourcer dans les valeurs fondamentales de leur civilisation. Ça, c'est la première démarche. C'est la première démarche à faire pour aider à ces jeunes-là de se connaître eux-mêmes et de valoriser ce qu'ils ont, de montrer qu'eux aussi, ils ont à apporter aux autres et de leur montrer aussi que l'accumulation du capital des richesses n'est pas la fin en soi. Parce qu'on peut avoir de l'argent, mais on peut le perdre. Et c'est ce qu'Ampateba disait, il y a 3 types de folie. Il y a la folie mentale en tant que telle. Il y a ceux qui n'ont rien, qui n'ont jamais pensé qu'ils vont avoir et qui sont surpris par la fortune. Il dit c'est des coqs qui se trouvent perchés au sommet par hasard et qui se prennent pour des autruches. Il dit il y a ceux qui ont tout et qui perdent tout aussi et qui deviennent fous. Mais tout ça est capitalisé par l'avoir. Et si les jeunes migrants qui viennent, si leur valeur essentielle, c'est d'avoir les richesses,
Mais une richesse sans paix de cœur, sans paix d'âme, sans reconnaissance, avec des frustrations, d'humiliation, à quoi servent ces richesses-là? Et le devenir de l'Afrique réside dans les entrailles de ses fils et filles. Les autres ne viendront pas faire le développement pour nous. Et l'Afrique a besoin de ces jeunes. Mais il faudrait qu'ils soient accompagnés, qu'il y ait des volontés politiques de décomplexer déjà et de faire que les jeunes soient acteurs eux-mêmes de leur développement. Et c'est ce que nous, à notre humble niveau, parce qu'on se dit qu'il y a le politique et il y a ce que nous, on peut faire aussi à notre niveau. Donc, c'est ce à quoi on s'emploie. Et je crois qu'en cela, il y a des points de convergence entre la Fondation Pajarol Azul et l'université Oviendo. Parce que les démarches de tout ça, c'est quoi? C'est la bataille pour la mémoire. Et préserver la mémoire, c'est sauver l'humanité. Parce que si on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'âme. Si on n'a pas d'âme, on va où? Vers ce monde hideux où l'homme devient l'ennemi pour l'autre, au lieu de prôner l'amour, de l'aimer. Et voilà les réalités auxquelles nous faisons face et que nous devons dénoncer de toutes nos forces, mais apporter aussi une contribution, aussi modeste soit-elle. Dans la lettre à la jeunesse, Ampateba nous dit « On ne sait pas de quelle action la plus minime pourra découler un événement qui changera la face des choses. » Et l'espoir fait vivre. La fondation en tant que telle ne touche pas les droits d'auteur d'Amadou Ampateba, mais ses héritiers, oui. Ses héritiers, oui. Les éditeurs, comme vous savez, ont 90% du fonds et à 10% pour les héritiers. Et de son vivant, Amadou Ampateba avait confié la gestion littéraire de ses œuvres à Madame Hélène Ekman. Donc, il avait fait d'elle l'exécutrice testamentaire littéraire sa vie durant. Donc, il n'avait pas fait d'elle la légataire universelle. Donc, son mandat prend fin avec son décès, elle nous a quittés. C'est le lieu de lui rendre hommage. Elle a fait un travail remarquable. Elle a apporté une part importante dans la transcription des manuscrits, enfin, du passage de la forme manuscrit au tapuscrit. Elle a initié aussi des relations avec les éditeurs, nous lui devons ça. Mais maintenant, avec sa disparition, la fondation a été créée après elle parce que tant qu'elle vivait, étant donné que papa lui avait donné un mandat, les enfants n'ont pas voulu s'en approcher, mais avec sa disparition, le chaos qui demeurait. Donc j'ai entrepris des démarches avec la bénédiction de mes frères et sœurs. Donc je suis la mandataire de la succession pour créer une fondation parce que le tout c'est de pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre les documents d'Ampateba, pas seulement préserver mais aussi continuer de semer les valeurs de tolérance, de paix, d'acceptation de la différence, acceptation de l'autre en accompagnant les jeunes pour éviter qu'ils s'emmurent dans l'ébahissement contemplatif des nouveaux médiums de communication, en leur offrant un contenu. Donc, c'est à ça que nous nous attelons. Non, la production d'Ampateba est disséminée entre les documents que Mme Ekman avait envoyés sur place à Paris, qui sont aujourd'hui illégalement détenus par un institut IMEC, qui n'ont pas un mandat en tant que tel, et à Abidjan. Et des documents sont aussi à rechercher à travers le monde, à l'IFAN où il a travaillé, certainement à l'Institut des sciences humaines de Bamako qu'il a créé. Ils sont un peu éparses, mais le plus grand nombre est aujourd'hui identifié, enfin ceux qui sont identifiés, connus, entre Paris et Abidjan. Le message d'Amadou Ampateba que je voulais transmettre ici, c'est de dire, de privilégier l'être sur le paraître. À cet effet, il disait, si tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faut connaître. Je vous remercie.